Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes, pardon. Enfin, bonsoir à tous. On m'a reproché sur un commentaire de dire bonsoir à toutes et à tous. Bref, bienvenue pour ce nouveau live. Il est 20h26 en ce 19 janvier 2026. Notamment, nous allons reparler donc de justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis également, donc vous avez peut-être suivi le petit flash info, notamment sur la CAN que vient de faire David. Et également, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a fait une petite émission un petit peu spéciale vendredi soir, à l'occasion notamment de l'inauguration du nouveau cabinet de David Guyon avec justement son nouveau studio. Je suis un petit peu jaloux parce que là, avec mon mur, etc. Alors, n'hésitez pas, je fais une petite parenthèse. Si vous souhaitez également apporter une petite contribution sur le lien Tipeee sur ma chaîne YouTube, vous pouvez, ce qui me permettra peut-être de m'équiper un petit peu davantage pour essayer d'égaler un petit peu le niveau d'affichage, on va dire, comme on a avec au sein du cabinet. Ça aurait été également l'occasion pour moi de rencontrer également Gauthier, que vous voyez régulièrement donc en commentaire, celui qui épingle vos commentaires, qui nous suit, qui affiche les images, qui nous fait apparaître à l'écran, etc. et qui fait un travail formidable. J'ai été ravi de te rencontrer, Gauthier. C'est pour ça, retournez voir la petite vidéo que l'on a fait vendredi soir sur la chaîne de David, notamment, puisque vous pourrez voir apparaître justement de visage, justement, qui est ce fameux Gauthier, dont vous entendez parler depuis déjà un petit moment. Ce soir, donc, sujet un peu particulier, on va reparler de Crans-Montana. Alors, réglementation suisse, l'incendie, est-ce que ça peut se produire en France? On va avoir une approche juridique avec David sur le sujet. Je pense que c'est de ça que tu vas nous parler, puisque la réglementation suisse est un petit peu différente quand même de la réglementation française. Donc, pour ma part, également, je ne me permettrai pas, je n'ai pas connaissance vraiment de la réglementation suisse sur le sujet. L'idée, c'est de se dire, et beaucoup se sont inquiétés, de se dire, est-ce qu'on peut avoir la même chose en France? Est-ce qu'on va finalement, directement ou indirectement, discuter ce soir? Voilà, je crois que j'en ai assez dit, puisque, attention à toi, David, je me permets, sujet très particulier, étant, je me permets le titre entre guillemets pour simplifier, puisqu'ayant plusieurs qualifications à titre personnel, notamment dans le sujet de la sécurité incendie, étant un petit peu expert dans le domaine de la prévention du risque incendie, j'ai pas mal de choses à dire. Je t'en prie, David, comment vas-tu depuis vendredi soir? Bonsoir à tous, bonsoir Pierrick. Écoute, je suis ravi de te retrouver ce lundi en direct et puis ravi que tu sois venu dans nos locaux. Tu es parti assez tôt, mon cher Pierrick. Je ne t'ai pas revu suite à une fois que les invités sont arrivés. J'ai été rapidement accaparé, je m'en Il y avait excuse. énormément de monde. C'est un peu les inconvénients de ce type d'événement, c'est que vous avez envie de parler avec tout le monde. Évidemment, quand ça s'est calmé, tu étais déjà parti. C'est bien, j'en suis bien navré parce que nous avons continué la soirée un peu plus tard avec un comité un peu plus réduit et donc j'aurais été ravi que tu sois à nos côtés. Bon, malheureusement, tu étais déjà loin. Je ne sais pas si tu avais passé la nuit sur Montpellier. Je suis allé au Gros du Roi et il fallait que je dorme aussi un petit peu. J'ai eu une grosse semaine et ayant fait de la route, voilà, c'est pour ça aussi également que j'ai pas spécialement Ah, traîné. Mais je dirais que je t'ai eu une demi-heure rien que pour moi lors de l'émission, d'ailleurs, si on peut dire ça Tout ainsi. à fait. Est-ce Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau studio. Je trouve que Gauthier s'est vraiment surpassé, vraiment bravo. Je suis vraiment ravi. Là, on a vraiment le sentiment que le studio apporte vraiment quelque chose de plus, à la fois sur le son et à la fois sur l'image. Alors peut-être que vous me découvrez en podcast, tant mieux. Mais en tout cas, ce soir, c'est vraiment un plaisir visuel. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ça. Alors, tu as raison de le souligner, mon cher Pierrick. On va parler, nous, de la réglementation incendie des ERP en France. D'accord. Et Crans-Montana est une commune helvétique, donc c'est-à-dire une commune suisse. L'établissement Le Constellation, qui est donc l'établissement dans lequel il y a eu cet incendie qu'on va qualifier incendie Crans-Montana, est un établissement qui est soumis à la législation helvétique. Donc, les analyses que nous allons faire aujourd'hui ne vont pas s'appliquer à l'établissement de Crans-Montana, il va s'appliquer aux établissements français. Je vais tenter, mon cher Pierre, de faire une petite introduction un peu différente de celle que l'on fait habituellement. Encore une fois, je trouve que les événements sont assez intéressants parce que ce qui fait qu'en France, il n'y a pas de scandale à la Crans-Montana, c'est qu'en fait, on a déjà eu notre Crans-Montana. Alors justement, laissez-moi vous expliquer un petit peu tout ça. Quand les lieux de vie deviennent des pièges, le droit et la prévention doivent devenir des remparts. Le Constellation Bar de Crans-Montana, ravagé par un incendie, a laissé des familles éclatées, endeuillées, et une communauté sous le choc.
Aujourd'hui, son propriétaire, Jacques Moretti, qui est poursuivi pénalement, va devoir répondre de ce drame en Suisse. Présomption d'innocence, évidemment. Nous verrons donc si la justice le reconnaît responsable ou coupable. Il y a plus d'un demi-siècle, en France, un autre incendie tragique marquait profondément la mémoire collective. La discothèque 5 à 7. La discothèque 5 à 7 à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère, où le 1er novembre 1970, donc il y a quand même quelques années de cela, 146 jeunes âgés en majorité de 14 à 25 ans ont péri dans un feu dévastateur, piégés par des issues de secours bloquées et des matériaux hautement inflammables qui ont transformé une nuit de fête en catastrophe. Aujourd'hui, à Saint-Laurent-du-Pont, il y a encore les tourniquets qui permettaient aux personnes d'entrer et de sortir qui sont restés. Ce sont les seuls vestiges de cet établissement. Pourquoi ? Eh bien parce que, justement, ils sont là pour rappeler la mémoire lorsqu'un établissement recevant du public n'est pas du tout adapté au risque incendie. Ces deux événements, Crans-Montana et Saint-Laurent-du-Pont, sont séparés de 55 ans et partagent ce que toute catastrophe porte de plus cruel. Des vies jeunes brisées. Est-ce qu'on peut couper le micro de Pierrick ? Oui. Des vies jeunes... C'est bon, Pierrick, tu peux tousser. Des vies jeunes brisées, des proches confrontés à l'incompréhension et au deuil, des communautés entières marquées à vie. Et oui, parce qu'aujourd'hui, si vous tapez sur Internet discothèque 5 à 7, vous verrez des reportages extrêmement touchants, extrêmement, vraiment, qui m'ont même mis la larme à l'œil parce que c'est terrible les drames qui vous sont racontés, qui vous sont contés. Voilà, je crois qu'on vous fait passer un extrait de la vidéo. Ouais, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé là-bas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la législation en matière de risque incendie est vraiment aussi pointilleuse en France. Un incendie, ce n'est jamais un simple accident. En réalité, ça révèle une succession de chaînes de responsabilités, des manquements, des normes qui n'ont pas été respectées ou suffisamment appliquées. Et chaque fois qu'un espace public devient un piège, c'est la société tout entière qui est interpellée. Je pense que vous l'avez vu avec Crans-Montana, on voit bien que ça aurait pu arriver dans n'importe quel autre établissement et que chacun d'entre nous, chaque fois que nous nous rendons dans un restaurant, dans un hôtel, dans une discothèque, eh bien, on est ravi que la sécurité incendie soit parfaitement respectée. La tragédie du 5 à 7, le nom de cette discothèque, avait alors entraîné des évolutions réglementaires significatives. Il y a clairement un avant et un après établissement 5 à 7, drame du 5 à 7. Une prise de conscience collective qu'une salle de danse ou un bar ne doit jamais être un lieu d'exposition aux risques mortels. Mais aujourd'hui encore, des vies continuent d'être fauchées dans des contextes où des mesures élémentaires de prévention n'ont pas été suffisamment respectées. Système d'alarme, porte coupe-feu conforme, voies d'évacuation dégagées et accessibles, contrôle rigoureux, on va en parler durant l'émission, formation et sensibilisation des équipes. Ce ne sont pas des contraintes administratives, ce sont des boucliers contre l'irréparable. Effectivement, on voit bien que dans l'incendie du Crans-Montana, il y a une succession de mauvaises décisions qui ont été prises et malheureusement, à aucun moment, des contrôles ont permis de révéler ces dysfonctionnements majeurs. La justice peut et doit faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Crans-Montana. Mais si nous voulons vraiment honorer les victimes, c'est toute notre approche collective de la sécurité qui doit changer. De la fatalité à l'exigence, de l'émotion à l'action. En d'autres termes, lorsque vous êtes un exploitant d'un établissement recevant du public, se conformer à la législation des risques incendies est plus qu'une priorité, c'est une nécessité, c'est indispensable. Parce que derrière chaque règlement, chaque norme, il y a des vies humaines. Et oui, ne pas respecter la sécurité incendie, ça peut vous coûter la vie. Des visages, des familles, des amis, la prévention ne sauve pas seulement des corps, elle sauve également le futur. Voilà les quelques mots que je voulais donner pour introduire le régime de sécurité incendie. Alors bien sûr, mon cher Pierrick, on ne rentrera pas dans le détail pointilleux dans lesquels les établissements recevant du public sont soumis, mais on rappellera au moins les règles élémentaires qui s'appliquent à ces derniers et la nécessité pour tout à chacun, si on a des professionnels, des établissements recevant du public qui nous regardent, ou si simplement on a des particuliers qui se rendent dans ces établissements, eh bien quelques réflexes à adopter pour s'assurer que la sécurité de tous
est parfaitement respecté. Mon Et ben, cher en tout cas, Pierre, merci. avant que je commence rapidement, est-ce que tu as des choses que tu veux nous faire remonter avant? Ouais, alors déjà, d'une première part, alors je vais essayer de faire très simple pour que les gens comprennent bien en termes de réglementation. Je pense que tu as cité l'un des événements majeurs qui a fait évoluer énormément la réglementation incendie dans les établissements recevant du public en France, qui est notamment l'incendie du 5-7 dans les années 70. Vous avez également un autre feu, on va dire majeur, qui était l'incendie en 1973 du collège Édouard Pailleron. Voilà, l'incendie Pailleron, on va dire la catastrophe de Pailleron, si on peut dire ça ainsi, qui était, on va dire, un collège, on va dire, où à cette époque, la France, grossièrement, pour comprendre un petit peu le concept, se prend le boom, on va dire, de tous ces jeunes conçus après-guerre dans les années 45-50. Donc, on est en 1973. Donc, dans les années 70-75, justement, il y a une arrivée fulgurante de nouveaux étudiants, de collégiens, etc., etc. Et donc, le système scolaire n'était pas du tout conçu pour cela en France, pour accueillir, on va dire, tous ces nouveau-nés, si on veut dire, toute cette jeunesse qui arrivait de la reproduction. Donc, à l'époque où il y avait, on est monté à plus de 800 000 naissances en post-guerre. Je vous laisse imaginer le niveau. Bref, tout ça pour comprendre le concept et notamment donc l'incendie de Pailleron qui a fait un peu plus de 20 morts, dont une quinzaine de collégiens, je crois, de mémoire. Voilà. En gros, donc ça a été notamment des établissements. En fait, en gros, ils avaient monté des sortes de collèges avec, je vais le vulgariser, voilà, avec des sortes de préfabriqués, parce que il fallait fallait ouvrir de multiples établissements scolaires pour accueillir toute cette nouvelle jeunesse là qui était issue notamment de post-guerre. Voilà comment est-ce qu'on pourrait résumer ainsi. Et donc, avec notamment le 5-7, ces deux événements-là ont justement fait énormément évoluer la réglementation sur pas mal d'aspects, notamment donc sur tout ce qui est réaction au feu, sur les règles de sécurité, notamment sur l'évacuation, et notamment sur ce qu'on appelle la stabilité au feu. Puisque comme vous le voyez là sur les images, forcément ça a commencé à cramer, ça ne tenait pas du tout, et maintenant pour les établissements recevant du public, on doit avoir une certaine stabilité au feu donc du bâtiment, de par la structure, qui fait que notamment, normalement, en cas d'incendie, les gens puissent avoir le temps d'évacuer, et avant que ça commence, quel que soit, on va dire, à s'effondrer, que les gens puissent avoir le temps d'évacuer également. Voilà. Ce qui a donné lieu à l'arrêté notamment du 25 juin 80, qui est l'arrêté principal, alors qui a été modifié depuis, mais ce qu'on appelle le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Voilà, le fameux règlement de sécurité, c'est l'arrêté principal du 25 juin 80. Et petite définition, je terminerai là-dessus, mon cher David, excuse-moi si je te coupe peut-être l'herbe sur le pied. Quand on parle de RP, en fait, de quoi parle-t-on? Puisque quand on pense à public, on pense à établissement, en fait, à événement public. Eh bien non. Notamment, alors attendez, je vous retrouve la définition type. R143-2 du Code de la construction et de Voilà, l'habitation qui donne la définition. exactement. Donc, c'est tout ce qui est bâtiments locaux ou enceintes dans lesquels le public c'est un accès gratuit ou payant, libre ou restreint. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le public, c'est pas un événement public, c'est un lieu où les personnes extérieures à l'événement, qu'ils soient sur invitation ou non, etc., on va dire, vont pouvoir venir. Donc, typiquement, demain, vous louez une salle, vous savez, polyvalente dans votre village pour faire une fête, etc., c'est que sur invitation, forcément, le public, on va dire n'importe qui, on va dire toutes les personnes extérieures ne peuvent pas rentrer, c'est que vous invitez, vous êtes bien dans un établissement recevant du public. Et en plus, on pourra peut-être en reparler, il faut savoir que vous qui louez l'établissement, je pense qu'il y a plein de responsables de mairie ou autres qui ne vous en parlent pas, mais vous prenez une responsabilité également de l'exploitation, suivant ce qui se passe dans la salle, notamment polyvalente, par rapport au public. Voilà. Voilà grossièrement pour comprendre déjà d'où est venue, notamment en France, la réglementation. Malheureusement, il a fallu des événements majeurs avec de nombreux décès pour justement le 5-7, c'est 146 morts. Hein. Pratiquement tous ceux qui étaient dedans, ils sont restés. Et également, donc voilà, ces événements qui ont donné lieu à une évolution de la réglementation et qui est quand même, je pense, en France, d'une manière globale, pour les établissements qui sont soumis, je dirais qu'il est quand même assez bien efficace. Après, si vous voulez, tout à l'heure, on parlera très 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 rapidement parce qu'il y aurait des multiples choses à dire sur ce qu'on appelle, je pense que vous avez déjà entendu parler de types d'établissements, les types P, vous l'avez entendu dans les médias, ce qu'on appelle les types, ce qu'on appelle les catégories, quels sont ceux qui sont soumis à des commissions de sécurité ou non. Voilà, je pense qu'on va pouvoir
développer un petit peu par la suite. Mais mon cher David, c'est à toi. Alors, je reprends également le fil un petit peu, la discussion pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Donc, juridiquement, en France, finalement, maintenant que tu nous as fait cette introduction, s'il se passe quoi que ce soit dans un ERP, qui est notamment le responsable? Je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Bien sûr, ça fait partie des questions auxquelles on va répondre. Alors justement, je voulais revenir sur l'établissement recevant du public. Tu as donné la définition. C'est bien parce que c'est la législation des risques d'incendie. C'est justement sur ces établissements que ça s'applique. Donc c'est bien de définir ce qu'est un ERP. Et j'avais envie qu'on revienne sur la différence entre un ERP et une propriété privée qui reçoit des invités. C'était une question très intéressante parce que rappelle-toi, pendant le Covid, justement, il ne fallait pas être plus de 6 dans les espaces publics et dans les ERP, lorsque vous n'étiez pas fermé administrativement, si bien que beaucoup ont pensé qu'ils pouvaient, donc se voir appliquer la législation de plus de 6 à la maison également dans leur propriété privée. Et certains avaient quand même bien lu ce que disait la loi en disant si j'organise un événement sur ma propriété privée, est-ce que je suis considéré comme un ERP? Donc, question quand même très intéressante parce qu'on voit bien que ça peut avoir des implications très concrètes. Alors, une propriété privée, c'est une maison, un appartement, c'est en fait la finalité. À quoi ça sert? Est-ce que c'est votre maison? Est-ce que c'est strictement limité à un cadre familial, amical ou domestique? Voilà. C'est en gros un usage privatif. Donc, quand on pense à ERP ou propriété privée, c'est la finalité. Pourquoi vous l'utilisez? D'accord? Le public également, ça correspond à un ensemble de personnes extérieures au cercle familial ou amical proche, admises sans sélection personnelle individualisée. Donc la différence fondamentale, ça repose sur la notion de public. Donc si vous êtes sur votre propriété privée et que vous l'ouvrez en recevant indistinctement un grand nombre de personnes, eh bien vous pourriez être assimilé à un ERP, que ce soit gratuit, payant ou autre. Donc attention, notamment lorsqu'il y a eu ces fameux événements pendant la crise sanitaire où on avait une sorte de spectacle clandestin qui s'organisait. Voilà, je pense qu'on était à la limite entre ce qui était un ERP et ce qui était la propriété privée. Bon, vraiment, ça, c'est très important. En revanche, on est complètement d'accord. Vous pouviez être plus de 6 à la maison. Votre grand-mère, votre grand-père pouvaient manger la bûche de Noël à table. Ça ne vous concernait pas. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, c'est important de définir que l'ERP, c'est évidemment un établissement qui reçoit du public, mais que votre propriété privée, si elle est ouverte au public, peut être assimilée à un ERP. Donc, attention lorsque vous organisez des événements chez vous. Quelles sont les mesures de lutte contre les incendies applicables à tous les ERP? Alors là, je n'ai pas voulu rentrer dans les différentes catégories, puisque je me suis dit que ça allait être un peu complexe et fastidieux. L'idée, ce n'était pas non plus de vous faire un inventaire à la Prévert, petite expression que j'adore et que j'affectionne, et d'ailleurs que Gauthier a remarqué. Donc, le concept est simple. Pierrick, tu pourras développer si tu le souhaites, mais on va dire qu'il y a 5 catégories d'ERP qui dépendent principalement de l'effectif maximal de personnes qui sont admises au sein de celui-ci. Les plus petits, c'est la catégorie 5. Et donc, pour toutes les catégories, il existe donc des mesures de prévention qui vont systématiquement s'appliquer. La première, ce sont des moyens d'extinction adaptés au risque, donc les extincteurs incendie. La deuxième, c'est mettre en place un dispositif d'alarme qui va permettre d'alerter immédiatement si on a un quelconque feu qui se déclare. La troisième chose, c'est un moyen fiable pour alerter les services de secours, un téléphone, une ligne, quelque chose qui est accessible en permanence au personnel. La quatrième chose, c'est maintenir des dégagements sur les sorties, les cheminements d'évacuation, afin que ces derniers soient librement accessibles et clairement signalés. Enfin, on va devoir afficher des consignes de sécurité incendie qui sont visibles et compréhensibles par tous. C'est pour ça que nous, au sein du cabinet, on va installer tous les panneaux qu'on avait mis dans notre ancien cabinet qui vont permettre de rappeler la législation en matière d'incendie. Je sais, mon cher Gauthier, ce n'est pas encore fait, mais ça ne fait que 15 jours que nous sommes là. Donc, nous allons le faire dans la foulée. Former également le personnel aux consignes incendie, à l'évacuation et à l'utilisation des moyens de première intervention. Assurer l'entretien régulier et les vérifications périodiques des équipements de sécurité incendie. Et oui, si vous avez un extincteur mais que ça fait 15 ans qu'il est là, bon, il faut être sûr qu'il va fonctionner si jamais vous en avez besoin demain. Et enfin, tenir à jour un registre de sécurité retraçant les contrôles et vérifications des consignes. Voilà l'ensemble des mesures qui s'appliquent à tous les ERP, et ce, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous situez. Dès lors que vous recevez du public, vous devez évidemment respecter cette législation.
Je voulais revenir également sur le règlement de sécurité incendie. Tu en as parlé, mon cher Gauthier, c'est bien de le rappeler. Donc, on a effectivement un arrêté du 25 juin 80. On voit quand même qu'il est juste postérieur à cet arrêt du Conseil d'État de mars 1980, l'établissement 5 à 7. Je vous en parlerai tout à l'heure, je vous dirai ce que le Conseil d'État a raconté. Et donc, le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant le public, tu en as parlé, mon cher Pierrick, c'est justement un peu l'alpha et l'oméga de ce qu'est la sécurité incendie applicable au sein des ERP. Donc, si vous connaissez rien au sujet, vous allez consulter cet arrêté, vous aurez vraiment toutes les explications. On a une première partie qui va concerner tous les ERP et puis une deuxième qui va être plus spécifique à certaines catégories d'ERP. Donc, sans rentrer également dans le cœur de ce dispositif, ça vous permet déjà de savoir un peu quelles sont les mesures que vous devez respecter. Et parmi ces mesures, évidemment, il y a toutes les consignes que je vous ai indiquées, que je vous ai listées tout à l'heure sur les mesures à prendre au sein de votre établissement. Enfin, le rôle des commissions de sécurité auprès des ERP. Ça, c'est très important. Les commissions de sécurité. Donc, les commissions de sécurité, ce sont des commissions qui, par département, vont assister le maire ou le préfet en contrôlant les établissements recevant du public afin de s'assurer que ces derniers respectent bien les règles en matière de sécurité incendie. En d'autres termes, on ne vous croit pas sur parole, on va aller vérifier sur place et sur pièce que vous êtes bien en conformité. Et les contrôles vont être plus ou moins poussés si vous avez, en fonction de la capacité d'accueil de votre établissement. Avant toute ouverture au public, il vous faut une autorisation et donc il vous faudra évidemment l'avis favorable de la commission de sécurité. À l'issue de cette visite, sur place et sur pièce, et après un avis favorable, vous aurez enfin l'autorisation d'ouverture au public qui doit être délivrée par le préfet ou par le maire. Bien évidemment, si ces derniers vous imposent des mesures qui ne vous concernent pas, émettent une erreur de qualification juridique ou une erreur de fait, en d'autres termes, ils vous classent dans une catégorie 4 alors que vous êtes dans la catégorie 5, ils vous appliquent des mesures qui ne relèvent pas de votre catégorie d'établissement et donc évidemment vous n'êtes pas en conformité, eh bien ça ce sont des erreurs qui peuvent entraîner l'annulation d'une mesure vous refusant d'ouvrir votre établissement au public. Donc là, ici, vous pouvez contester. Très souvent, on a des contentieux de ce type-là. Ça peut arriver, encore une fois, qu'on puisse se tromper. Et donc, le droit est là pour corriger. On a une intervention qui est systématique des commissions de sécurité pour les établissements de première et quatrième catégorie. Mon cher Pierrick, je pense que tu pourras développer, ça sera intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Et on a un régime allégé pour les cinquièmes catégories, qui parfois peut même faire l'objet d'une dispense, lorsqu'évidemment il y a très peu, voire pas du tout de public qui va être concrètement reçu dans ces établissements. Enfin, on a un pouvoir de saisine à tout moment. Donc, le préfet, le maire peut dire, tiens, vous allez voir, dans cet établissement, je me pose des questions sur la sécurité, ce serait bien qu'on aille faire un petit check-up. Donc, on peut avoir des contrôles inopinés, la raison pour laquelle l'exploitant doit vraiment être prêt en tout temps et en toutes circonstances à pouvoir montrer patte blanche et à démontrer qu'il est en parfaite conformité avec les règles d'incendie et de sécurité. Après les événements du Crans-Montana, il est évident que si vous êtes un exploitant d'un établissement recevant du public, vous ayez spontanément un contrôle d'une commission de sécurité. Je pense que là, ça va vraiment être une des priorités en France dans les prochains mois afin de s'assurer qu'on n'ait pas un scandale de ce type en France. Comment assurer la sécurité des ERP? Alors, assurer la sécurité, c'est à la fois faire de la prévention, évidemment, en respectant le contenu des obligations du règlement de sécurité qu'on a évoqué tout à l'heure, mais également en mettant des consignes claires, en assurant la sécurité, en mettant à disposition tout le matériel nécessaire pour s'assurer qu'on est en parfaite conformité. Enfin, les règles de sécurité incendie vont varier en fonction des établissements. Plus vous allez recevoir de public, plus vous allez être dans une catégorie différente et plus les obligations qui s'appliqueront à votre catégorie seront poussées, et ce, de manière justement à éviter des scandales comme le malencontreux événement du 5 à 7 ou du Crans-Montana. Enfin, comment se déroule l'évacuation en cas d'incendie? Là, ici, on doit mettre en place clairement une signalétique avec des chemins d'évacuation, des règles de sécurité, des risques destinés à permettre une évacuation rapide. Donc, il faut évidemment signaler. Alors, là, par exemple, au cabinet, je ne sais pas si tu as vu, mon cher Pierrick, on a justement des petits panneaux qui permettent d'indiquer les issues de secours et de sortie. On a des alarmes qui sont installées et on a un extincteur qui va arriver dans les prochaines semaines de manière à ce que là, on soit en parfaite conformité. Donc, vous voyez, même dans un petit cabinet d'avocats, dans lesquels on ne reçoit pas du public tous les jours, puisque vous
savez que 10% de mon activité est à Montpellier et le reste, 90% partout en France et dans le monde, puisqu'on a même des clients en Nouvelle-Calédonie, j'aime bien le rappeler quand même, eh bien, évidemment, vous aurez donc des mesures de sécurité à prendre parce que vous recevez du public. Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité? Intéressant. Donc, imaginons, vous avez donc un arrêté qui est pris parce qu'on constate que vous n'êtes pas en conformité. Vous avez une commission de sécurité qui intervient soit avant l'ouverture, soit pendant un contrôle inopiné et on s'aperçoit que vous ne respectez pas les règles de sécurité. Première sanction, c'est la fermeture administrative, avec évidemment derrière une injonction sous astreinte financière à réaliser un certain nombre de travaux avant réouverture. Là, encore une fois, on a quand même pas mal de contentieux, nous, au sein du cabinet, dans lequel on a des établissements qui ont été fermés administrativement parce qu'ils ne respectaient pas la législation en matière d'incendie. Moi, j'aime défendre ce type d'établissement lorsqu'évidemment ils sont de bonne foi et qu'ils vous démontrent qu'ils prennent des mesures. Encore une fois, ça peut arriver de ne pas être en parfaite conformité parce qu'il y a des obligations d'entretien, parce que parfois aussi on est ignorant de la législation. Eh bien, dans ce cas-là, on se met en conformité. Et clairement, j'aurais toujours du mal et vraiment, je ne serais pas friand de défendre une personne qui se fiche des règles de sécurité incendie et qui vous démontre qu'en réalité, c'est uniquement pour des raisons purement financières qu'ils n'ont pas été jusqu'à prendre un certain nombre de mesures qui pourtant sont obligatoires. Donc vraiment, moi, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients et c'est vrai que j'accorde une importance toute particulière à ceux qui sont respectueux de la législation en matière de risque incendie. Pourquoi? Parce que je voudrais pas avoir sur la conscience le décès ou la mort d'un certain nombre de personnes résultant d'un incendie dans un établissement dans lequel j'aurais participé à la défense pour pouvoir permettre une réouverture ou contester la fermeture de ce type d'établissement. Si le danger du public est jugé grave ou imminent, évidemment, l'autorité peut prononcer la fermeture administrative totale ou partielle de l'établissement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Si vous ne respectez pas donc la mise en demeure de prendre un certain nombre de mesures, ou si vous ne respectez pas la fermeture administrative, là, vous êtes en infraction pénale, vous pouvez avoir des amendes, et derrière, si jamais il y a un incendie qui se révèle et qu'on a des personnes qui sont blessées ou tuées au sein pendant cet événement, eh bien, votre responsabilité pénale en tant qu'exploitant est engagée. Donc ça, il ne faut pas rigoler encore une fois avec la sécurité incendie. Ce sont vraiment des questions de vie ou de mort qui se posent et vraiment l'événement de Crans-Montana rappelle à quel point il est indispensable de respecter cette législation. Dans la situation de Crans-Montana, et encore une fois, l'enquête nous dira un peu plus ce qu'il en est, on constate qu'on a une succession de défaillances, de dysfonctionnements, de mesures qui ont été prises par les exploitants qui clairement ne leur permettaient pas d'être en conformité avec la législation en matière de risque incendie. Encore une fois, on le rappellera, nous ne sommes pas les spécialistes de la législation helvétique, mais une chose est sûre, on a clairement des mesures qui ont été prises contre le bon sens. Mon cher Pierrick, je pense que tu pourras en parler parce qu'on en a parlé au cours des infos et toi, tu auras ton œil de spécialiste qui pourra mieux l'analyser que moi, mais on voit bien qu'il y a des portes incendies qui ont été fermées, des issues de secours qui ont été bloquées, des accès de sortie de secours qui ont été réduits en termes de taille. Et donc, clairement, c'était qu'une question avant qu'il y ait un drame de ce type-là. Et enfin, je terminerai sur ce dernier point, sur justement l'arrêt 5 à 7 du Conseil d'État. Pourquoi il y a eu cet arrêt 5 à 7 du Conseil d'État? Vous allez voir qu'en réalité, ce sont les exploitants de l'établissement du 5 à 7 qui ont cherché à reporter une partie de leurs responsabilités sur la commune. C'était un des arguments qui avait été mis en avant en disant « Oui, mais vous voyez, le maire n'a pas correctement appliqué la législation. Si le maire nous avait fait mieux appliquer la législation en matière d'incendie, il n'y aurait pas eu ce drame. » Bon. Le Conseil d'État n'est pas du tout sensible à cette argumentation. Il explique que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, nemo audito propriam turpitudinem allegans. Donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et donc, il considère que les fautes de l'exploitant sont tellement graves qu'on ne peut pas reprocher à la commune de ne pas avoir pris de mesures pour faire respecter la législation. Parmi les mesures, les fautes qui ont été relevées par le Conseil d'État, il y a notamment la méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'utilisation de matériaux qui n'étaient pas conformes pour un ERP, la négligence des obligations issues des issues de secours, l'abstention de déclarer l'achèvement des travaux et le fait de ne pas avoir sollicité l'autorisation d'ouverture prévue par les textes en vigueur. Bon, je pense que vous avez tous compris, hein, dans les années 70, c'était un peu le Far West. Hein, d'accord, hein, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, ça ne pourrait pas exister, un tel établissement. Hein.
Donc, l'apport de l'arrêt du Conseil d'État 5 à 7, qui est un des grands arrêts de la jurisprudence administrative, le fameux GAJA, c'est de rappeler la hiérarchie des responsabilités en matière de sinistre dans un ERP. Ce sont les exploitants qui sont responsables à titre principal. Vous pouvez évidemment, en tant que victime, aller rechercher également la responsabilité de la commune ou du préfet si des mesures n'ont pas été prises, mais leur responsabilité ne sera engagée que s'il est démontré qu'il y a eu des mises en demeure qui ont été adressées à la mairie, à la préfecture, pour fermer cet établissement ou enjoindre à prendre des mesures, et que malgré ces sollicitations, il n'y a jamais eu de réponse favorable. Il rappelle également la portée selon laquelle la faute de la victime est exonératoire, enfin ne lui permet pas, que la faute des responsables ne leur permette pas d'aller chercher une répartition des responsabilités. Donc, si vous êtes un exploitant d'un établissement, vous ne pouvez pas reprocher à la commune de ne pas vous avoir fermé administrativement. Et enfin, ça confirme l'importance du respect des procédures administratives qui sont propres aux ERP. Les permis de construire qui doivent être respectés, les autorisations d'ouverture qui doivent être également conformes, les avis des commissions de sécurité qui doivent être favorables. Et évidemment, lorsqu'on a une série de défaillances de ce type-là, eh bien, ces établissements ne doivent jamais pouvoir recevoir du public. En conclusion, mon cher Pierrick, est-ce que un scandale comme le Crans-Montana aurait été possible en France? Oui. Alors, pour un établissement conforme, visité et entretenu, on va dire, par le chef d'établissement, normalement, non. Non. Voilà. Vraiment, On a non. eu l'un des seuls événements qu'on a eu, on va dire, un peu similaire, très malheureusement, notamment, alors je ne sais pas si Gauthier peut nous retrouver également des articles, où les exploitants notamment ont été condamnés, ça a été l'incendie notamment au Cuba Libre à Rouen en 2016. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du 5-7 dans les années 70. On a eu un événement à peu près similaire à ce qui s'est passé à Crans-Montana en 2016, le Cuba Libre, notamment à Rouen. Une cave aménagée au niveau d'un bar, une cave aménagée en sous-sol, pas d'issue de secours. Également matériaux donc très inflammables, notamment d'isolation phonique, donc à base de mousse de polyuréthane. Ces matériaux-là, en fait, que vous pouvez retrouver dans le commerce, que vous pouvez mettre chez vous, etc. C'est des sortes de mousse grise. La grosse problématique du polyuréthane, c'est que c'est très facilement, très rapidement inflammable. Et quand ça part très vite. C'est-à-dire que du moment où vous commencez à vous rendre compte que ça commence à se propager, je dirais que malheureusement, il était déjà trop tard. Vous l'avez, les rares images qu'on a vues du Crans-Montana le démontrent également, c'est que une fois que c'est parti, c'est parti. Je pense qu'ils se sont tous fait avoir. On voit, alors j'ai entendu beaucoup de gens parler, débattre, regardez, ils sont en train de filmer, etc. Je pense qu'en fait qu'il y ait des smartphones ou pas smartphones à cette époque-là, aujourd'hui, ça aurait été la même chose. Le risque. Il y a un psychologue ou un psychiatre qui avait décrit qu'en fait, il y a un effet un peu de sidération. C'est-à-dire Oui. qu'on n'est pas habitué à ce qu'il y ait un danger dans ce type d'établissement. Donc, quand on voit quelque chose d'anormal qui se passe, le premier réflexe humain, c'est de se dire qu'en fait, c'est normal. Mm. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu du retard dans la réaction, la réactivité des victimes, parce qu'en fait, elles n'ont pas eu le temps de réagir et de comprendre que là, la situation était en train de partir totalement en vrille. Donc, pour expliquer pourquoi, depuis le 5-7, il s'est passé cet événement, notamment le Cuba Libre à Rouen en 2016, malgré la réglementation incendie, c'est justement parce que l'établissement n'était pas conforme. C'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, ça me permet de faire le pont entre ce que David a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les établissements, suivant l'effectif qu'ils peuvent accueillir, sont classés en 5 catégories. 5 à 3, 2, 1. Les plus grosses catégories, c'est les premières catégories, c'est au-delà de 1500 personnes. C'est par exemple le centre commercial, le très grand cinéma, etc., etc., etc. Voilà. Et moins vous avez d'effectifs, plus vous descendez en catégorie et donc plus les mesures de sécurité sont notamment un petit peu sont réduites. Et vous avez ce qu'on appelle les petits établissements, les articles PE, parce que les articles juridiques commencent par PE, ce qu'on appelle donc tous les 5e catégories, qui eux ne sont pas visités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission de sécurité. C'est-à-dire que l'exploitant doit être conforme à la réglementation. Si demain il a un contrôle, c'est-à-dire que le maire peut décider dans sa commune de dire tiens, je vais aller faire un contrôle de sécurité auprès du petit établissement. Donc, ils doivent quand même déposer des dossiers pour avoir l'autorisation de construire, ou d'aménager un ERP. Mais ils n'ont pas de commission de sécurité. C'est-à-dire que, parce qu'on estime qu'il y a peu de risques. C'est typiquement tous ces petits établissements-là, ce qu'on appelle les PE, les 5e catégories. C'est typiquement votre coiffeur, le boulanger du coin, le petit bar, le mini établissement, la banque. Tous ces petits établissements-là, c'est tous des petits établissements recevant du public
qui sont relativement petits, où on se dit, comme il y a un faible effectif admissible, il y a des règles de sécurité qu'on a réduit, je dirais, au minimum, puisque l'idée, c'est quand même, c'est ce que je trouve très intéressant dans la réglementation incendie conforme, on va dire, pour les établissements recevant du public. Donc, vous vous retrouvez dans plein de bouquins. Ça, c'est un peu notre bible des préventionnistes. Vous avez plein de bouquins comme ça que l'on applique, que vous pouvez retrouver également sur Internet avec les informations. C'est de la réglementation. Voilà. Et typiquement, donc ces petits établissements, on va dire, on a réduit la sécurité au strict minimum, si on peut dire ça ainsi, pour dire voilà, faut qu'ils puissent sortir, etc. Mais donc du coup, ils sont pas soumis à commission de sécurité. Typiquement, le Cuba Libre, c'était un bar, donc qui auprès de la mairie était déclaré comme 5e catégorie, donc non visité. C'est-à-dire que l'exploitant, par volonté de cacher ou méconnaissance de la réglementation, je ne sais plus, faudrait que je remette le nez dans le dossier, mais je me rappelle plus. Bref, a aménagé en fait la cave de son bar, notamment pour faire une mini salle, on va dire, qu'il pouvait louer. Voilà, avec un petit espace DJ où il pouvait faire des anniversaires, des petites fêtes, etc. Le fait de mettre du public en sous-sol, c'est très souvent, nous, ce qu'on appelle un facteur aggravant, puisqu'il va falloir que le public remonte. C'est-à-dire qu'en plus, très souvent, on a rarement beaucoup d'escaliers. Donc, c'est typiquement, dès lors on commence à mettre du public dans du sous-sol, c'est très souvent ce qui va nous faire basculer directement en 4e catégorie, c'est-à-dire de 4e à première, qui va être soumis à commission de sécurité. Donc, typiquement, l'exploitant, en fait, on fait leur aménagement, n'ont rien déclaré, en fait, spécialement à mairie. Donc, au niveau de la mairie, pour eux, c'était toujours un ERP de 5e catégorie où il y avait juste une activité en rez-de-chaussée. Et comme ils avaient, on va dire, du bruit avec les événements qu'ils faisaient, ils ont, l'exploitant, en fait, a fait ses travaux lui-même. Il a mis de la mousse d'isolation phonique polyuréthane sur les murs et au plafond. Pour vous faire très simple, le seul accès pour descendre dans cette cave au Cuba Libre à Rouen, vous avez notamment un petit escalier de meunier, on va dire, qui descend, on va dire un petit escalier en bois. C'était l'anniversaire, c'est pour ça que c'était des jeunes, c'est malheureux. C'était, je crois, une jeune femme qui fêtait ses 20 ans, donc avec ses amis. Il y a quelqu'un qui descend avec le gâteau, avec, vous savez, les feux de Bengale aussi, pareil, vous savez, les pchites là, par l'escalier, forcément bas de plafond. Les feux de Bengale qui mettent le feu à la mousse polyuréthane, sauf que l'escalier, c'est le seul accès. Ça s'enflamme très vite, avec inflammation et énormément de dégagement de fumée toxique et noire. C'est la grosse problématique du polyuréthane. C'est ce qui s'est passé principalement, je pense, là aussi également à Crans-Montana. On voit très vite qu'il y a énormément de fumée. C'est ce qui piège les gens. Ils n'ont même pas le temps de sortir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu 16 morts. Et en gros, ceux qui étaient dans la cave, il y en a pratiquement, je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui ont réussi à ressortir par l'escalier. La seule porte qu'il y avait, c'était une porte qui donnait sur un parking souterrain, en dessous de l'immeuble d'habitation, on va dire, faut imaginer, en plein centre-ville de Rouen. Et cette porte également était fermée à clé, puisque pas considérée comme issue de secours. Donc forcément, les exploitants, et c'est là où typiquement, je dirais que c'est plus de la vision juridique, vous avez notamment les exploitants qui ont dû aller s'expliquer devant la justice et qui ont eu des condamnations, puisque justement, voilà pourquoi ça s'est produit, c'est notamment une non-conformité par rapport à la réglementation. Donc un établissement conforme, je conclurai là-dessus, normalement s'il est visité et entretenu, j'insiste, parce que, attention, je terminerai là-dessus, vous avez des établissements qui ont la commission de sécurité, donc suivant les catégories, suivant les types, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez une commission de sécurité soit tous les 3 ans, soit tous les 5 ans. Voilà. Suivant les catégories, les types, on met une commission de sécurité soit tous les 3 ans, soit tous les 5 ans. Donc il suffit, si entre-temps, entre 2 commissions, par exemple, pour l'établissement qui est visé par une commission de sécurité tous les 5 ans, qui doit avoir une visite, si entre-temps il a un affaire qui laisse ses issues de secours bouchées, qui fait des travaux lui-même et qui sans rien déclarer, etc., oui, ça pourrait se produire. Je parle bien d'un établissement conforme à la réglementation et notamment qui, on va dire, qui entretient dans cet état de sécurité, on va dire, imposé, voilà son établissement jusqu'à la prochaine commission de sécurité. Voilà. Après, voilà, on peut pas faire des miracles si les exploitants ne respectent pas, on va dire, ces quelques règles. Il y a notamment, alors, vous avez vu certaines vidéos, vous avez notamment, en fait, par exemple, pour le type P, je sais pas si, pardon, Gauthier, s'il peut partager mon écran, là, que j'ai déjà partagé, juste, je vous montre, voilà. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas si on voit mon partage d'écran.
Voilà, juste pour vous montrer, donc ce que je vous montrais là, les bouquins, en fait, vous le retrouvez sur le site sécurité. Site sécurité, on va dire, en sélection, c'est l'un des principaux éditeurs qui édite, en fait, qui a mis en version document, enfin livre, la réglementation, et tous les préventionnistes s'appuient sur ces petits bouquins-là, hein. C'est le seul éditeur qui les a rendus en version avec des schémas et également avec toute la réglementation. Donc, si vous avez déjà assisté à une commission de sécurité, vous voyez très souvent le préventionniste qui a ces petits bouquins avec lui, parce qu'on ne peut pas tout connaître par cœur. Typiquement, donc les types P, c'est typiquement les salles de danse. Voilà, salles de danse et de jeu. Voilà les fameux types. C'est là où vous vous retrouvez donc par exemple dans tout ce qui est aménagement, et ça c'est un peu issu notamment de ce qui s'était posé en 5.7. Alors, on parle des matériaux d'aménagement, notamment donc tout ce que l'on va venir mettre par exemple au mur, etc., au plafond, de la décoration ou autre, hein. C'est-à-dire que vous avez votre mur par exemple en moellon, tout ce qu'on va venir aménager contre, forcément l'isolation, etc. C'est ce qu'on va appeler les produits d'aménagement. Et c'est là où vous avez des règles quand même très, on va dire, contraignantes. C'est, sans vous rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, on pourra en parler pendant des heures. Typiquement, comme on sait que c'est des établissements à risque, comme vous le voyez, donc dans les dispositions particulières suivant les types, des fois on aggrave ce qu'on appelle les dispositions générales. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions générales pour tous les établissements en du public que finalement David a très bien résumé tout à l'heure. Et ensuite, suivant les types, comme on dit, bah là, pour ce type-là, pour cette activité-là, comme forcément il y a des risques, on va des fois aggraver ou minorer. Voilà, donc les articles des dispositions générales s'appellent, nous, les AM, et c'est là où vous vous retrouvez, par exemple, pour les plafonds isolation, décoration, dans les salles de danse, donc les discothèques, on retrouve des aggravations, et je crois que vous avez tous entendu parler, justement, de classement au feu, la réaction au feu M1, voilà, c'est-à-dire combustible, mais non inflammable, enfin, sans flamme. Voilà. M1, c'est l'une des plus basses catégories, on va dire, de réaction au feu. C'est-à-dire que ça peut se consumer, ça peut être combustible, mais ça va pas faire de flamme. Voilà. Donc c'est là où vous vous retrouvez pour pardon. Attendez, voilà. Là vous n'étiez pas dessus forcément. Ça m'avait ouvert une autre fenêtre. Vous les retrouvez, pardon, ici. Donc vous retrouvez, voilà, des aggravations, comme on le dit. Voilà. Donc après, c'est tout le rôle du préventionniste, mais typiquement dans une discothèque qui respecte ses dispositions, normalement, comme vous le voyez, il y a tout ce qui est décoration, aménagement, où ils doivent justement vérifier que ce soit bien des produits conformes. C'est-à-dire que quand on achète un produit conforme, c'est pas on le fait tester. C'est-à-dire qu'on doit acheter un produit qui est déjà, c'est là où on a quand même une bonne réglementation, c'est-à-dire qui est déjà passé par un laboratoire. Il y en a pas beaucoup en France qui sont certifiés, on va dire, agréés par l'État pour pouvoir certifier des produits pour dire quel niveau de réaction au feu ils ont. Voilà. Voilà pour vous expliquer un petit peu donc pourquoi normalement un établissement conforme, une discothèque, ne pourrait normalement pas brûler de la sorte comme à Crans-Montana. Excusez-moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si vous respectez la législation, il n'y aura pas de scandale à la Crans-Montana. Le problème, c'est que, évidemment, 100% des établissements recevant du public ne respectent pas la législation. Pourquoi? Parce que les contrôles, c'est au moment d'ouverture, et par la suite, il peut y avoir des travaux qui ne sont pas déclarés. C'est aussi parfois, pour les 5e catégories, selon les déclarations de l'exploitant, hein, qui, évidemment, va être en principe cru lorsqu'il est dans une certaines catégories. Et évidemment, on n'a pas forcément la capacité, le temps, l'énergie de pouvoir systématiquement contrôler tous les établissements recevant du public. Donc, évidemment, certains passent à travers les mailles du filet. Raison pour laquelle je pense spontanément que les autorités vont vraiment accentuer systématiquement les contrôles de sécurité, des commissions de sécurité dans les prochains mois. Je ne sais pas si tu as eu des consignes en ce sens, mon cher Pierrick, mais si vous êtes un exploitant d'un établissement recevant du public, attendez-vous quand même à avoir un contrôle d'une commission de sécurité, même si jusqu'à maintenant, vous y aviez échappé. Non, j'ai pas plus d'infos. Il y a par exemple à Lyon où il y a la mairie a décidé de refaire de la visite, voilà, un petit peu spontanée de certains établissements. Voilà, voilà. Le maire a autorité, ça c'est prévu par la réglementation, pour se dire tiens, s'il entend des méfaits, au-delà de la périodicité entre deux visites de sécurité, peut déclencher une commission de sécurité, on va dire, plus ou moins spontanée. Si là, on va dire, s'il lui est informé, remonter l'information comme quoi il y aurait par exemple des risques. Ou alors, si lui, il souhaite tout simplement se dire je souhaite enclencher une commission de sécurité, une visite de sécurité au sein de tel établissement. Voilà.
Ok, allez, super. On répond aux questions Oui. dans le chat. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube de Pierrick. Je ne sais pas si tu l'avais rappelé au tout début de l'émission. Je crois que tu insistes un peu moins là, sur ce point-là. Mais c'est important de s'abonner et de partager parce que ça nous donne de la visibilité. Ça nous encourage en tout cas à continuer nos émissions chaque lundi à 20 h. On est ravis de partager avec vous eh bien, toute cette connaissance juridique qui, je l'espère, eh bien, vous permet d'en savoir plus sur vos droits et comment vous défendre. Allez, sans plus attendre, on répond aux questions. Première question de Nathalie Dulaurier. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Donc, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas eu de contrôle durant plusieurs années. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on devrait avoir systématiquement des contrôles, ou en tout cas des contrôles inopinés durant l'exploitation, ne serait-ce que dans des établissements recevant du public. Tu as expliqué tout à l'heure qu'en fonction de la catégorie, mais également de la lettre qui est attribuée à un établissement, effectivement, les établissements de cinquième catégorie peuvent aller, pour certaines législations et de lettres, jusqu'à 100 voire 200 personnes. Donc on voit quand même que c'est assez inquiétant de savoir qu'on peut avoir un établissement qui peut recevoir jusqu'à 200 personnes et que la commission de sécurité incendie ne soit pas amenée une seule fois à se déplacer sur place pour vérifier que tout est parfaitement en ordre. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter par rapport à ça, mon cher Pierrick? Qu'est-ce qui fait que pour des établissements qui peuvent recevoir jusqu'à 200 personnes, on n'ait pas un contrôle systématique d'une commission de sécurité? C'est suivant le niveau de risque. Alors, en fait, de toute manière, alors, c'est très simple. Les quelques types qui peuvent aller jusqu'à 200 personnes, on va dire, qui permettent, on va dire, où on peut accueillir que jusqu'à, notamment, on va dire, pour rester en cinquième catégorie, il y en a deux. Il y a deux types. Voilà. C'est pas tous les URP de cinquième catégorie. Les établissements de culte, en gros, les églises. Voilà. Peu de risque dans une église, mis à part les bancs, etc. Voilà, donc c'est à partir de 200 personnes, au-delà de 200 personnes, que l'on peut accueillir, donc en fonction du nombre de places qu'on peut, on va dire qu'on va désigner avec, par exemple, le nombre de bancs, où là, on va passer potentiellement en quatrième, troisième, deuxième ou première catégorie, suivant la taille de l'église. Okay. Donc une petite chapelle, ne va pas être notamment, en quatrième catégorie. Il faut plus de 200 personnes qui puissent être accueillies dans une église, enfin dans un établissement de culte, pour qu'on passe, pour rester jusqu'en cinquième catégorie, on peut aller jusqu'à 200. Et là, je suis sur le tableau. L'un des seuls autres où il est toléré jusqu'à notamment 200 personnes max, c'est les types N, les types restaurants ou débit de boissons. Voilà. Attention, c'est pas du spectacle, etc. Je vous parle pas du bar qui fait la fête après. C'est-à-dire que là, faut notamment également, c'est toute la problématique aussi, c'est quand vous allez avoir l'établissement qui va faire une activité autre que celle pour laquelle il est déclaré. Voilà. Là, par exemple, je vois les hôtels de type O. Les hôtels de type O sont classés en cinquième catégorie lorsqu'ils ont moins de 100 couchages. C'est ça. Même 100 personnes au sein d'un établissement, ça fait quand même un peu peur quand on imagine que la commission de sécurité ne passe pas. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette législation? Moi, j'ai le sentiment que c'est finalement un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer systématiquement la commission de sécurité pour contrôler tous les établissements recevant du public. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es sur le terrain? Alors, très bien, justement. Alors, tu parles, on va dire, encore une fois, c'est là où la réglementation, c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que c'est vraiment comme si un métier, si on veut, comme avocat. Attends, tu vas vite comprendre. Pareil, Gauthier, si tu peux repartager mon écran, tu vas vite comprendre. La particularité du type O, ce sont les hôtels. Alors, on peut rester en cinquième catégorie, mais encore une fois, donc vous avez ce qu'on appelle, là, je ne sais pas si vous voyez mon article, je vous montre, vous avez ce qu'on appelle toutes les dispositions générales. Ensuite, toutes les dispositions particulières. Là, je vous ai parlé du type P tout à l'heure, qui vient compléter les dispositions générales suivant le risque. Et vous avez tout ce qui est par les particularités pour les cinquièmes catégories. PE, c'est tous les petits établissements. PO, c'est notamment les petits établissements, les petits hôtels, que l'on va classer, qu'on va la laisser en cinquième catégorie, mais ceci, comme il y a des couchages et des gens qui dorment, tous ceux où il va y avoir la présence de personnes qui dorment, même en cinquième catégorie, eux, on va leur imposer une commission de sécurité. Voilà, vous allez retrouver, voilà. Attendez, notamment pour ceux que l'on crée, je ne sais plus où est-ce qu'on le retrouve, je ne sais plus si c'est dans cet article. Bref, vous allez retrouver des dispositions. Un petit hôtel, même cinquième catégorie, lui, on dit, ah, par contre, il y a du risque, on va venir le visiter. Donc, on le laisse en PO, en petit établissement, enfin petit hôtel, mais on va venir quand même le visiter.
Voilà. Dès lors où vous avez du couchage, on va venir le visiter. Donc, en d'autres termes, c'est simple, ceux qui vont rester, ceux qui peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes en 5e catégorie sans commission de sécurité, vous avez les établissements de culte, voilà, c'est les seuls, et avec notamment les restaurants et les débits de boissons. Voilà. Sachant que pourquoi est-ce qu'on débit de boissons, notamment, on compte vite des effectifs, c'est qu'on va compter, vous savez, très rapidement, l'effectif. Alors, pour chaque type, on a un calcul d'effectifs. On dit, bah, sur la surface, on estime qu'on va avoir tant de personnes debout. Voilà, je suis au bar avec, en train de boire avec mon pote. Et ensuite, avec le nombre de places assises. Donc, c'est rapide dans un restaurant de vite occuper et qui fait bar, d'avoir vite un effectif théorique de 200 personnes. Voilà. Et comme normalement, il n'y a pas d'autres activités, pas de dancing, etc., 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 je dirais que ça fait partie de ces établissements. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir notamment la possibilité d'avoir justement au maximum 200 personnes. Voilà. Ok, Est-ce que donc vous les avez d'autres questions? conditions de sécurité, si je comprends bien, pour les hôtels, elles interviennent uniquement au moment de l'ouverture et l'exploitation de l'hôtel, mais il n'y a pas de contrôle périodique. Si, alors attends, il faut que je retrouve l'article. Je vais retrouver, c'est toujours... si, je sais pas si tu veux répondre à une autre question en attendant que je Oui, trouve, je bien vous sûr. réponds dans 2 secondes. Alors, justement, on parlait là avec Archangélus, Lucifer. Sécurité dans les hôtels en France, ah bon, non. Voilà, donc effectivement, ça rejoignait ce que je disais tout à l'heure, à savoir est-ce que les ERP de catégorie 5 des hôtels font l'objet d'un contrôle systématique de la part des commissions de sécurité, sachant que pour les catégories 5, les ERP de catégorie 5, on l'a dit, hein, il n'y a pas un contrôle automatique de la part des commissions de sécurité. On recherche l'information, on va répondre à une autre question. Une question de Enya Adeline 1779, négligence totale, qui va payer? Eh bien, c'est l'exploitant. Et justement, ça permet de mettre en place la troisième question en lien avec celle-ci. La mise en conformité incombe à qui? Au gérant ou au propriétaire? On l'a dit, c'est à l'exploitant. Donc l'exploitant, c'est celui qui va gérer l'entreprise, c'est celui qui va effectivement profiter des fruits de cette entreprise, qui va être le responsable légal, donc président si c'est une SAS, gérant si c'est une SARL, ou autre forme sociale. Donc, vous pouvez être propriétaire d'un bien, vous le mettez à la location, celui qui est dedans, qui le loue et qui l'exploite, est le responsable de la sécurité incendie. Heureusement d'ailleurs. Séverine, 67. Donc, en gros, les contrôles sont peu efficaces si les gérants de RP déclarent leur activité officielle, mais en font si une activité, je fais ce que je veux, non déclarée, ça devient compliqué. Ah oui, effectivement, c'est ça la réalité. C'est qu'évidemment, on a toujours des petits filous qui vont tromper un peu l'administration. L'administration va faire en sorte de pouvoir encadrer, évidemment, les règles d'exploitation des établissements recevant du public. Lorsqu'il y a une certaine capacité à recevoir des personnes, il va y avoir des contrôles automatiques et périodiques, mais on peut en avoir qui peuvent passer en dessous des radars. Pourquoi? Parce qu'ils sont en dessous des seuils qui font qu'il y a un contrôle périodique. Et notamment, ça nous permet de revenir sur ce que disait Pierrick. Par exemple, pour les établissements donc hôtels de 5e catégorie, jusqu'à 100 personnes couchées, eh bien, il n'y a pas de contrôle périodique. Est-ce que tu me confirmes ça, mon cher Pierrick? Je retrouve plus l'article parce que vous savez, c'est toujours la petite phrase qui est, je sais plus si c'est dans la généralité ou autre, mais je suis pratiquement sûr de moi que tout ce qui est notamment PO, PU, notamment PU et donc établissement de soins, enfin dès lors où on a du couchage, notamment en nuit, où c'est les particularités où ces petits établissements, alors on va leur demander voilà quelques règles et quand même une visite de sécurité. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus possible d'avoir un petit hôtel qui n'est pas visité. Enfin, dès lors où il y a des gens qui dorment. J'arrive plus à retrouver le petit article qui le précise, je ne sais plus où. Voilà, mes excuses. Je sais pas si tu veux me laisser encore quelques minutes ou Je te si laisse on continue. encore quelques minutes. On a une question très intéressante, Okay. une remarque peut-être très intéressante de Thierry Fontaine. Je pense que je connais ce monsieur, je pense qu'on a déjà échangé ensemble. Donc, qui est, de souvenir, est un professionnel des établissements de danse. Vous me direz en commentaire, hein, Thierry, si c'est bien le cas. Donc, s'il y a activité de danse, donc à ce moment-là, le type N devient P en accessoire. L'effectif descend à 140 personnes en rez-de-chaussée et 20 en sous-sol avant de passer en 4e catégorie. Alors là, on est sur
évidemment un établissement donc, de nuit soumis à une législation avec des exceptions. Il faut se reporter au règlement de sécurité, puisque vous le savez, vous avez les règles générales sur tous les établissements, puis ensuite, en fonction de la catégorie et de la classification, vous allez avoir des prescriptions qui vont intervenir. Donc là, on va rentrer vraiment dans le détail. Je ne pourrais pas répondre là comme ça à la volée sans avoir les textes sous les yeux, mais effectivement, je peux confirmer qu'il y a des exceptions, des exemptions et des adaptations. Et oui, vous avez tout à fait raison. Si vous déclarez une activité, mais qu'en réalité, c'en est une toute autre, et qu'il y a un événement dramatique qui surgit, là, on se retrouve dans la situation de Crans Montana, c'est-à-dire qu'on va chercher votre responsabilité pénale. Il n'y a pas d'assurance, et ça va être des fonds de garantie qui vont intervenir. Donc vraiment, à ne pas faire. Vraiment, à ne pas faire. Vraiment, c'est terrible de faire ça. Il faut être en conformité. Voilà, c'est tout. Si vous êtes un exploitant et que vous avez envie que vos affaires prospèrent, soyez en conformité. On ne développe pas d'activité prospère à l'ombre de la loi et en étant dans l'illégalité. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Donc, soyez vigilants là-dessus. Si on a des exploitants qui nous regardent, voilà, petite préparation, essayez de vous mettre en maximum en conformité. Ça va vous éviter un maximum de problèmes. Et si vous souhaitez avoir une clientèle et une activité qui prospère, de toute façon, vous allez devoir être en conformité. Donc, c'est vraiment hyper important. On sait qu'on va avoir des contrôles de sécurité qui vont intervenir dans les prochains mois. Donc, si vous êtes un exploitant, on se prépare. Spontanément, on essaie de faire venir des personnes comme toi, mon cher Pierrick, format Prève, pour faire de la prévention incendie et s'assurer qu'on est bien en parfaite conformité. Moi, j'ai effectivement un architecte d'intérieur qui m'a accompagné dans la réalisation du local. On a mis en place une signalétique, on a mis en place un certain nombre de choses et on va continuer de le faire jusqu'à ce qu'on soit parfaitement installé, puisque je le rappelle, ça fait 15 jours que nous sommes ici, donc on n'a pas encore eu le temps de se mettre en totale conformité. Mais bon, il n'y aura pas besoin d'avoir une commission de sécurité pour qu'on puisse spontanément faire ce qu'il y a à faire. Voilà, très bien. Écoutez, on est arrivé à la fin de cette La émission. réponse, David. Est-ce que tu as d'autres choses avant de conclure? Super. J'ai retrouvé le petit article. Alors, comme je vous dis, comme il y a plein de choses, aussi bien dans le code de la construction que dans les articles GN, en gros, les généralités que des articles GE, grands établissements, etc. Donc, on a des dispositions particulières, donc tous les articles PE, notamment le PE 37, sur le contrôle des établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil, donc les types O, les types U, etc. Donc, le premier paragraphe du premier alinéa, du deuxième paragraphe, bref, des articles GE, donc tout ce qu'on appelle les grands établissements, c'est-à-dire de 4e à première catégorie. Voilà. Donc, vous allez retrouver les articles que je vous évoque. Donc, sont applicables aux établissements comportant pour le public des locaux à sommeil. Voilà. C'est-à-dire que les ERP de 5e catégorie qui ont des locaux à sommeil doivent répondre aux mêmes dispositions que vous retrouvez notamment ici. Je vous partage cet onglet à la place. Je ne sais pas si vous voyez l'autre. C'est-à-dire tous les articles concernant les ERP de première catégorie, on va dire du premier groupe, donc 4e à première, avec tout ce qui est dossier de sécurité, visite de réception, les visites périodiques. Voilà, c'est là où vous retrouvez le tableau avec la périodicité des types suivants, donc 3 ans ou 5 ans que je vous évoquais tout à l'heure. OK. Voilà, et l'avis relatif au contrôle de la sécurité. Donc, voilà, ça confirme encore une fois, voilà, comme je vous le disais, dès lors on a du local à sommeil, on dit locaux à sommeil, risque, puisqu'il y a des personnes qui dorment dedans, eux, on va les visiter. Donc, c'est un peu l'exception. Les types hauts, les petits hôtels, même de 5e catégorie, sont soumis à commission de sécurité tous les 5 ans, comme vous le voyez. Voilà. Parfait, parfait. Bon, nous voilà rassurés. Écoute, c'est super que tu puisses nous apporter toutes ces précisions. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'en fait, il faut bien faire attention à la catégorie et à la classification de votre établissement. Vous allez avoir des prescriptions particulières qui vont s'appliquer à votre établissement. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez être bien accompagné en amont, à la fois par des personnels de la sécurité, des professionnels de la sécurité incendie, comme c'est le cas pour toi, mon cher Pierrick. Et puis, lorsque vous avez un doute sur la législation applicable, vous consultez un avocat. N'attendez pas d'être dans une galère infinie avant de faire appel à un conseil. On dit souvent, j'espère ne jamais avoir besoin de vous, maître. Bon, en fait, non, il faut justement prier pour que vous veniez nous voir le plus tôt possible pour justement vous éviter des problèmes plus tard. Je pense que Crans Montana, clairement, s'ils avaient été un peu plus conseillés, ils auraient certainement essayé de faire un peu plus dans la conformité pour éviter ce type de scandale. C'est là, ils vont jamais plus pouvoir faire quoi que ce soit. C'est adieu leur avenir. Alors après,
Je vais pas les plaindre, hein, évidemment, c'est pas ça, mais c'est juste pour dire que c'est dommage d'entreprendre, de vouloir avoir une activité en plus qui est dans l'événementiel, où vous allez offrir du bonheur aux gens, parce que c'est ça que ces établissements nous vendent, c'est de passer des moments de convivialité. Et donc, c'est dommage que ça finisse de cette manière-là, de manière aussi dramatique, avec des poursuites pénales, certainement des peines de prison, et puis une interdiction de gérer quoi que ce soit à l'avenir. C'est vraiment des vies brisées des deux côtés, hein. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais bon, je pense que c'est quand même dramatique pour tout le monde. Allez, on passe à l'annonce de l'émission de la semaine prochaine, les amis. Vous avez été plus de 248 en direct sur l'émission de ce jour. Émission qui, je rappelle, n'est pas une émission grand public parce que là, on s'adresse quand même à un public assez cible. Donc, c'est vraiment une performance pour nous. Merci vraiment à tous. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, hein. Quand même assez régulier qu'on parle des établissements recevant du public et de la législation applicable à ces établissements. Donc, vraiment, il y a des choses intéressantes qu'on évoquera dans les prochains mois. Donc, vraiment, restez bien en ligne. Ici, vous voyez, alors vous ne voyez pas peut-être à l'écran, mais en fait, on a l'annonce des 20 prochaines émissions jusqu'au 30 avril 2026. Donc, on a fixé tout un calendrier éditorial. Et mon cher Pierrick, pour la semaine prochaine, si bien entendu cela te convient, on va parler des antennes 5G. Et on ne va pas parler des antennes 5G sous le même aspect que nous avons évoqué jusqu'à maintenant. On va parler des impacts de la réforme de la loi du 26 novembre 2025 qui a réduit vraiment sensiblement la fenêtre de tir pour contester l'implantation d'une antenne 5G. Donc, autant te dire que si on a de moins en moins de temps pour pouvoir contester une antenne 5G, ça vaut quand même le coup de pouvoir en parler parce que les antennes 5G, il y a deux raisons pour lesquelles on s'y oppose. La première, c'est pour des questions de santé, hein, c'est que l'ANSES est incapable de vous dire si à court, moyen, long terme, il y a des nouveaux risques. Il y a des nouveaux risques, donc il y a des risques, on ne sait pas lesquels, mais il y a des risques. Auront donc des conséquences sur la santé humaine. Et la deuxième, c'est que en fait, ça fait chuter la valeur de votre propriété. Donc, si vous êtes un propriétaire avec une belle villa et qui a une antenne 5G qui est montée à 100 mètres de chez vous, bah, évidemment, ça fait chuter la valeur de ce bien, ce qui peut être dramatique. Et donc, ça pousse les propriétaires à trouver des solutions pour que ces antennes soient implantées ailleurs. Voilà, encore une fois, on n'est pas contre la modernisation des infrastructures. Et si ça peut permettre de concilier à la fois le droit de propriété et l'intérêt général, eh bien, il faut privilégier cette solution. Donc, la semaine prochaine, on parlera de la réforme de l'urbanisme en matière de contestation de l'implantation d'antennes 5G. On en parlera ensemble, mon cher Pierrick. Et bien évidemment, on vous invite à nous rejoindre lundi prochain à 20h. Évidemment, tout au long de la semaine, notre cher Gauthier va assurer une publication régulière d'un certain nombre de short vidéos et d'émissions que nous avons préparées avec des tournages en amont. Donc vraiment, abonnez-vous, il y a plein de contenus exclusifs qui vont arriver. Je pense que vous l'avez vu, on a clairement augmenté le niveau. C'est une chaîne qui va atteindre les 100 000 abonnés dans les prochains mois, les amis, et ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Pierrick, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette émission. Je suis jaloux parce que vendredi, j'ai eu l'occasion de faire une petite émission avec toi, voilà, dans le studio. Et du coup, ce que je disais, je crois que je vais descendre tous les lundis soirs à Montpellier. Bon, 3h30 de route, mais bon. Tu serais le bienvenu et tu serais très bien accueilli, tu le sais bien. En tout cas, voilà, merci à toutes et tous. Merci à toi pour ton travail juridique. Merci à Gauthier également pour tout le travail, on va dire également en backstage. Merci à vous pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aux deux chaînes YouTube. Vous pouvez également retrouver la petite émission qu'on a fait un petit peu donc vendredi, on va dire en exclusivité, en direct depuis le cabinet lorsque j'étais présent sur place pour l'inauguration. David Guyon, avocat youtubeur. On répond à les questions, notamment lors de l'émission. Donc, n'hésitez pas à resuivre. On a fait une émission relativement courte, donc c'était très intéressant. Et on se retrouve donc lundi prochain en direct dans Justice Citoyenne. Regard croisé. Bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée à tous. Pierrick, générique.